Salut à tous, on est dans une nouvelle vidéo. On continue un petit peu la découverte de sportifs. Là, on est sur un sportif motocross, sportif que vous connaissez bien, qui a une carrière, une belle carrière depuis son plus jeune âge, qui va nous raconter un petit peu tout ça et surtout les anecdotes et ses choix de carrière. Parce que chacun a sa vie de pilote, a sa carrière et des fois on a des opportunités ou des choix qu'on regrette, par exemple, pourquoi pas. On va parler de tout ça avec Mathis Boiramé. Mathis Boiramé, 26 ans. Voilà, aujourd'hui, avec une belle carrière. Salut Mathis, comment tu vas? Salut Valentin, ça va et toi? Bah écoute, impeccable. Bon, en ce moment, une vie un peu à bloc, motocross cette année, tu as découvert le supercross? Ouais, une vie à bloc après une saison de motocross quand même relativement bien. On a fait des choix aussi un petit peu différents par rapport au programme qui était prévu pour 2024, qui était normalement motocross un peu enduro à la suite de ma saison de motocross, mais ça ne s'est pas spécialement passé comme on aurait voulu, donc on a refait un peu des choix courant la saison et on s'est penché sur le SX, surtout un peu pour préparer l'année 2025. Et quand tu dis ça s'est pas passé comme tu l'aurais voulu, c'est quoi? En enduro tu parles? Ouais, surtout en enduro, parce que sur le motocross, j'ai kiffé ma saison, surtout un retour en 2,5. Et puis ouais, l'enduro, je pense, c'était pas ma place vraiment où je voulais être. Toi, t'as bien roulé quand même, non? Enfin, je regardais de l'extérieur parce que je suis peu moins enduro, mais... Ouais, non, pas vraiment en fait. Là, on a eu du mal un peu à mettre la moto au point. Aussi les courses dans la boue, l'expérience. J'étais dans une catégorie qui était relativement relevée avec Espinas Pichon, le Kéré. Changer ses pneus. Voilà, changer, ça j'aime bien la mécanique, donc les pneus ça allait. Mais c'était surtout, ouais. Et puis moi je sais que je suis quelqu'un qui aime bien mettre un peu d'intensité dans mes roulages. J'ai un peu voilà, l'envie de rouler et passer ta journée sur la moto, c'est long, c'est chiant. Tu vas dans les chemins, des fois tu es bloqué dans la montée, tu es bloqué et puis il faut être à l'heure à un truc. Ça m'est arrivé courant la saison, enfin les 3 courses que j'ai faites, d'être bloqué, d'arriver en retard, tu prends une minute de pénalité, tu loupes le podium de la journée. Donc, mais une bonne expérience. Une bonne expérience et je pense que ça m'a quand même apporté pour la suite de mes saisons, quoi. Bien sûr. Bon, on va y revenir de toute façon. Là, on va parler un petit peu de ta carrière. Donc, on va commencer dès le début. Tu as commencé la moto à quel âge, toi, Mathis? J'ai commencé relativement tard. J'ai commencé à 8 ans. Ah ouais? Je savais même pas ça. J'ai commencé à 8 ans et puis l'histoire est un peu folle parce que mon père m'avait acheté une petite bike comme ça. Lui, il faisait de la moto à l'époque. Enfin, il roulait pour le plaisir en championnat de Bretagne. Et il m'avait acheté une moto comme ça pour le plaisir. Quand il allait rouler, je faisais un peu mon truc tranquille. Et puis un jour, on se l'est fait voler. Et puis du coup, parti cette moto, il a décidé de m'acheter un 65 KX. Et puis c'est parti de là, 65 KX. Et puis j'ai commencé à faire un peu du follet, puis championnat de Bretagne. Et puis voilà, ma première saison en championnat de Bretagne avec le numéro 1 quand même. C'était osé. Mais ça l'a fait et c'est comme ça que j'ai commencé. Ouais. Et tu avais des aptitudes sur la moto directement ou pas du tout? Tu étais plutôt en retrait en course? Ouais, un peu en retrait. Tu sais, j'étais un petit peu le petit costaud de la catégorie. Pas vraiment devant. Après, je commençais vraiment. Enfin, je faisais la saison sans avoir vraiment d'objectif. C'était rouler et me faire plaisir. Mon père, il faisait les courses aussi, donc on allait en même temps. Et pas de mini-vert, pas de championnat de France? Au début, non. J'ai commencé le mini-vert championnat de France qu'en 85. Ok. Donc 85 et puis pareil, le petit mini-vert et puis après on a continué sur les années qui... C'est vrai que tu sais qu'on a des... Enfin, après, tu as 2 types de sportifs. Tu en as qui ont eu des carrières, mais qui avaient déjà des aptitudes. Tu vois, à 6 ans, 7 ans, ils avaient quelque chose. Là, tu vois, l'exemple de Digan, en fait. Digan, à 6 ans, 8 ans, il fait un backflip. Ouais, c'est fou. Il gagnait tout, quasiment, tu vois. Enfin, même si, tu vois, je n'aurais pas forcément cru. Parce que quand tu vois rouler, tu es à l'embrayage tout le temps. Je sais pas, c'était frein arrière, embrayage tout le temps. Mais ils avaient déjà quelque chose. Et tu en as d'autres qui ont réussi tard en fait à sortir un petit peu à exploser. Et moi je me souviens Paulin par exemple, tu vois, Paulin en 85, c'était pas impressionnant. À 13-14 ans,
il a un peu plus explosé. On sait qu'il y a eu Smets qui a commencé la moto tard, des mecs comme ça, tu vois. Mais maintenant, moins, je trouve, quand même, tu vois. On sent que quand ils sont bons plus jeunes, ils ont quand même plus de chances de réussir. Et plus tu commences tard, enfin, je sais pas, la technique, elle s'est développée vraiment chez les jeunes, je trouve. Ouais, il y a ça, et puis il y a aussi le fait que maintenant, je pense que les gens ils prennent conscience aussi que c'est important d'être aidé, soutenu à faire des stages, à apporter aussi les bonnes techniques, les bases dès que les enfants commencent la moto et pour les amener avec les bonnes bases et à faire du travail concret, direct dès leur plus jeune âge, quoi. Toi, tu penses que les jeunes aujourd'hui, d'une dizaine d'années, roulent mieux qu'à notre époque, il y a 10, 15 ans? Ou plus de technique? Ils ont plus de technique. Et puis aussi, ça évolue, mais ils ont plus de technique. Et après aussi, ils sont un peu plus maniaques, un peu des fois. Dès qu'il y a un peu de boue, ils sont pas seulement allés à l'entraînement, un peu plus compliqué. Mais aujourd'hui aussi, on évolue. Là, les générations, ils évoluent et c'est plus compliqué de faire de la moto quand il pleut. Les jeunes maintenant, c'est plus trop ça, quoi. Mais c'est vrai que je te rejoins un peu, je trouve qu'il y a plus de technique chez les jeunes. Après, je pense que, je dis pas que ça roule plus vite. Non, au final, je pense pas non plus. Non. Quand je vois, je regarde le junior ou le cadet, je pense que chaque année, en fait, tu as toujours eu des bons pilotes qui roulaient vite. Mais la technique, elle a évolué, et puis après, c'est pareil, tu vois, les jeunes, ils regardent Chet Lorenz, tout ça, ils voient un peu, ils essaient de reproduire, forcément. Mais, ouais, peut-être un peu plus prince. Moi, je vois un petit peu comme ça. Les jeunes, maintenant... Et les parents, je trouve, un peu rêveurs aussi, des fois de bonheur. C'est ça, ils pensent déjà que les enfants, ils ont réussi. Mais on va y venir, on va en parler de tout ça. Enfin, tu as vu les marches qu'il y a à passer pour réussir à rouler en Grand Prix, tu n'y arrives pas. Ouais, comme ça, puis je pense que jeune, il faut vivre des choses compliquées, il faut être un peu dans le dur. Quand on voit aujourd'hui, maintenant, les jeunes, ils ont les dernières motos, ils ont les dernières suspensions, les dernières lignes. Et s'ils n'ont pas ça, au final, c'est compliqué, quoi. Donc, moi, je sais que j'ai vécu un petit peu, que ce soit un peu compliqué. Le pneu arrière, il était mort, mais il fallait rouler. La moto, elle avait des airs, mais il fallait aller rouler dans la boue. Il faisait froid, il fallait y aller. Aujourd'hui, les jeunes, il faut les dernières choses pour pouvoir aller s'entraîner, et encore, des fois. Puis en plus, tu regardes, c'est un peu ce que je me suis fait un peu comme réflexion, mais Geyser, il vient d'une famille qui n'avait pas un rond. Tu vois, il a roulé, à mon avis, quand il était jeune avec des motos épaves. Je sais pas, mais si, je le vois quand il faisait le junior. Tu te rappelles quand il faisait le. Moi, je me rappelle d'une fois 125. de lui à La Capelle. Il faisait froid. Camion pourri. Camion pourri, un jaune. Le jaune, pourri, ils se foutaient tous de sa gueule. Camion pourri, et le mec, il gagne la course. Et puis, mais il y en a d'autres, finalement, tu vois. Je pense que Erling, c'est pareil. Moi, je sais qu'il était beaucoup plus jeune, mais pas une enfance super facile. Ses parents se sont séparés, il parlait plus à son père déjà dès l'âge de 9-10 ans. Je sais pas si tu savais ça, mais non, je sais pas. Son père, il venait sur les courses, tu vois, mais il venait voir, je sais pas, il y avait un truc bizarre avec ses parents. Je sais qu'il voyait pas son père. Tous les pilotes qui ont réussi réellement n'ont jamais été trop dans le confort, en fait. C'est ça. Et je pense que les parents, faut qu'ils en prennent conscience que quand le petit il tombe, dès son plus jeune âge, il ne faut pas courir vite aller lui ramasser la moto, quoi. Faut le laisser un peu en chier à démarrer la moto, essayer de lever la moto. Je suis un peu comme ça, moi, tu vois, à me dire. Ouais, tu le vois de plus en plus. On est assisté, même dans la vie de tous les jours, on est de plus en plus assisté avec beaucoup de choses. Et aujourd'hui, c'est un peu ce qui reflète aussi sur notre sport. Les personnes y croient que d'être assisté, ça va aider. Non, il faut être un peu dans le dur, que ce soit compliqué pour pouvoir se faire ses propres expériences, faire son sport, comprendre comment ça fonctionne. Parce qu'aujourd'hui, si tu es aidé un petit peu, aujourd'hui, tu es sur une moto, tu es tout seul. Hein. C'est toi qui fais tes choix. Tu vois, quand tu es derrière un pilote, que tu prends des pavasses dans la gueule, il faut accepter. Et puis il faut que mentalement, tu sois dur quand même. Il faut un vécu pour ça. Tu peux pas arriver. Celui-là, je pense, celui-là qui a un caractère, il est capable de prendre les impacts. Et celui-là qui a un petit peu moins de caractère, il va se décaler, il va freiner. Et toi, tu te considères comment? Plus ce type de personne qui accepte de prendre des pierres et tu vas. Je peux prendre des pierres. Aujourd'hui, moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, ça me donne envie de prendre des pierres parce que j'ai envie de gagner. Donc prendre des pierres, ça me fait. Non.
Moi j'ai vu cette année, pour parler un peu de ça, Castelnau. Ouais. Première manche, tu tombes. Ouais. Et alors moi je m'occupais de Tom, je te vois repartir. Le guidon il était en bas. Plus de frein avant si t'avais plus. Non, t'avais plus il de était frein. dur. Il était dur, il était refermé. J'ai dit mais là comment il fait? T'as fini la manche? Ouais, j'ai fini la manche. Tu tombes avant l'arrivée en plus, je me souviens à la droite en plus. Alors que j'étais dégoûté en plus. T'étais 4 ou 5, t'avais quand même. Ouais, en fait, je fais. C'était un roulable comme tu roulais fort. Ouais, je roulais, je suis bien parti. Et puis en fait, je fais un point mort sur un saut, je tombe. Et le guide, enfin, la moto, elle avait rien. Si tu veux, il y a un Maxime Gros qui me. Et tu te fais sauter dessus. Sauter sur la moto. Et du coup, moi, l'objectif, c'est de repartir. Quoi qu'il arrive, la moto, elle tourne, c'est de repartir sans frein, machin, c'était de repartir. Un point, c'est un point, quoi. Ouais. Voilà, donc, putain, le guidon était vraiment compliqué, mais ça m'empêchait pas de rouler. La poignée de gaz, elle tournait, j'avais plus de frein avant, enfin, je pouvais pas l'atteindre parce que c'était compliqué comme ça. Dans les descentes, c'était un peu compliqué. Mais voilà, et au fur et à mesure, je sais que je m'adapte relativement vite aux choses parce que je suis pas très compliqué, les leviers, je suis pas un clic près, le pédale de frein peut être un peu plus bas, ça me dérange pas. Et j'étais aussi, voilà, c'est un peu, on en revient un peu à ce qu'on parlait tout à l'heure, j'étais un peu mis dans le dur dès mon plus jeune âge. C'est quoi, c'est ton père mon père qui m'a... T'es dur avec toi, ton père? Dur, il m'a apporté sa façon d'être, donc au final, et moi je regrette pas d'avoir vécu ça parce que c'était dur. À l'âge que j'avais, c'était dur. Mais aujourd'hui, si j'en suis arrivé là, c'est grâce à lui. Parce que si j'aurais eu les choses que j'aurais voulu, si aujourd'hui j'étais à la moto à rouler tranquillement, pépère, non, il s'est trop mouillé le terrain, non, tu roules pas. Aujourd'hui, j'aurais pas été là. Ouais. Mais aujourd'hui, non, c'est grâce à lui où j'en suis là. Et puis pour revenir à l'anecdote du guidon, compliqué. Et dans le dernier tour, je me fais taper dans la roue arrière à 2 virages de l'arrivée, je tombe. Et j'étais dégoûté en soi. J'étais dégoûté parce que je fais toute la manche, je fais le guidon tordu. J'étais 3 toute la manche et je tombe, je perds une place. C'était 2 points. J'étais en bataille avec Mathis pour le titre, machin. Donc 2 points, c'est 2 points. En plus, elle fait la manche comme ça. Donc un peu dégoûté. Donc plus dégoûté d'être tombé dans 3 virages avant la fin que d'avoir fait la manche avec le guidon comme ça. Mais justement, je pense que tu vois ce que tu dis, tu n'as jamais été trop habitué au confort quand tu étais jeune. Quand tu es habitué au confort, qu'il t'arrive un truc comme ça, je pense que tu abandonnes en fait. Tu peux pas le gérer. Non. Tu n'es pas capable de le gérer. Et, mais le caractère, tu vois, de rester toujours positif aussi, moi c'est ce que j'essaie toujours de dire un peu aux pilotes, c'est important aussi. Parce que quand il t'arrive un truc comme ça, tu as 2 manières de voir les choses. Putain, j'ai le guidon qui est comme ça t'énerve, et finalement ça t'énerve négativement, et puis ta manche elle est morte. Ou alors tu te dis, écoute, c'est pas grave. Au contraire, je vais montrer que je suis capable de rouler comme ça, et si je les torche comme ça, c'est flatteur, quoi, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Et puis un point, c'est un point. Tu te prépares tout un hiver pour ce championnat, tu fais 19, écoute, le point il est là, c'est important. Aujourd'hui, tu viens pour ça. La moto, elle roule. Il n'y a rien de dangereux, c'est quand même. T'es pas dans ta zone de confort, mais la moto elle roule. C'était limite parce que je tournais, ça tapait dans la jambe. Mais ça l'aurait pas fait, j'aurais stoppé, tu vois, le guidon. À l'époque, moi j'ai eu du Vimon, il m'a entraîné pendant 2 ans, même 3 ans. Et il m'a peut-être répété 10 fois la même anecdote. Il perd un titre de champion du monde à un point, tu vois. Et il en était deg. Il me dit, putain. Et un jour, il avait une course, il a abandonné, tu vois. Et il m'a dit, il était deg parce qu'il me dit, tu vois, je faisais 20e. À l'époque, c'était les 15 premiers les points. Je faisais 15, j'avais un point. Et j'étais champion du monde. Il a gagné plus de victoires. Il me l'a tellement répété en fait que du coup après tu dis un point c'est un point. Tu sais pas en fait à la fin du championnat ce que ça peut changer, un point c'est un point. Surtout qu'on était au début du championnat donc bien sûr. On sait comme tu dis, on sait pas ce que la suite est faite. Moi je sais que je déteste ça quand t'as un pilote qui abandonne quand en fait au final puis tu le vois de toute façon même dès l'entraînement des fois tu fais des manches ou même quand je fais des stages. Quand il y en a un qui abandonne, tu te dis putain merde, mentalement on n'y est pas en fait. C'est important. Comment tu réagis toi? Parce que tu fais des stages maintenant aussi. Quand il y en a un tu fais une manche, il abandonne, tu pètes un câble, J'en fais peu, mais je sais que je m'occupe du Nicolas Duhamel, du coup
Lui, je suis un peu avec lui. C'est compliqué avec les freins, les machins, parce qu'un clic est un clic. La pédale de frein, faut pas qu'elle soit trop haute. Et des fois, on en arrive là où ah non, je peux pas rouler parce que le clic du frein avant, il y a un clic en plus que d'habitude, donc j'ai mal au bras, tu vois. Et ça, ouais, des fois c'est frustrant parce que c'est un peu se trouver une excuse parce qu'aujourd'hui ça va pas. Et tu trouves un peu une excuse. Aujourd'hui, non, le frein, il y a un clic en plus, roule. Ouais, merde, roule et puis. Ok, tu t'arrêtes. Après qu'on ait fini la séance, tu fais ta session. Tu trouves une solution, tu gères le problème. Et aujourd'hui, non, il faut rouler et tu géreras le problème une fois que tu... Moi, c'est quelque chose que j'aimais bien avec Mathis Valin, tu vois. Lui, il s'en foutait. Ouais, on roulait, mon pauvre, un jour, on pète le levier de frein avant, on fait l'entraînement, pas de problème, tu vois. Ouais. Mais ça, c'est quand même agréable. Mais c'est pas facile, après, des fois, tu peux pas leur en vouloir. Des fois, il y en a, ben, ça les perturbe, et tu peux pas leur en vouloir. Mais je pense que tu peux changer là-dessus quand même. Ouais, tout est un état d'esprit, est dans l'état d'esprit. Aujourd'hui, moi, je sais qu'il y a des moments où aussi je me suis retrouvé dans cette situation où j'étais à l'entraînement. Une fois, ça m'est arrivé, on était à la Bosse de Bretagne, terrain de motocross. J'avais pas de liquide de frein arrière, enfin de liquide de frein pour le frein arrière parce que j'avais plus de frein arrière. J'ai dû faire l'entraînement, enfin, je venais à l'entraînement pour m'entraîner et j'avais pas. Donc j'allais pas repartir chez moi parce que j'avais plus de frein arrière. Enfin, moi c'était dans l'état d'esprit. Dans l'état d'esprit je suis. Il y en a, ils auraient mis la moto dans les camions, ils seraient rentrés. Ouais. Ah non, j'ai fait mon entraînement. Ça m'a pas empêché d'être plus vite que eux, que Nico, voilà, sur un terrain, sans frein arrière. Et j'ai bossé différemment, j'ai fait d'autres choses, j'ai trouvé des solutions pour pouvoir améliorer mon pilotage et je me suis mis un peu en contrainte parce que si le jour où ça m'arrive, que je sois capable de le gérer. Et toi, là, cet état d'esprit, tu l'as eu tard ou des petits Ouais, des petits, parce que mon père, dès que j'avais plus de frein arrière, roule, vas-y, roule, t'arrêtes pas, tais-toi et roule, tu vas pas... Bien sûr. Aujourd'hui, il y a un juste milieu, je pense, à trouver avec les parents. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui vont regarder cette vidéo, mais il y a un juste milieu à trouver. Des fois, tu as des parents, ils sont trop durs et ils descendent le gamin mentalement, ils le tuent, quoi. Moi, j'entends des fois des parents, mon pauvre, quand ils parlent aux enfants, je me dis, mais comment tu peux... Le gamin, mentalement, il a plus confiance en lui. Mais des fois, être dur, c'est bien aussi. Il faut trouver le juste milieu, tu vois. C'est un juste milieu, que ce soit correct, que ce soit bien pour l'enfant et que voilà, qu'ils avancent dans la bonne direction. C'est sûr qu'il ne faut pas être trop dur, il ne faut pas que ce soit être trop gentil, il faut avoir ce juste milieu. Généralement, le papa, c'est lui qui rentre dedans, mais il y a souvent un petit peu la maman qui va le côté un peu qui tempère, voilà, qui est protecteur et qui dit ouais mais non, vas-y doucement, mais ouais, c'est un juste milieu à trouver entre eux et c'est pour moi je pense que ça c'est quand même ça fait partie aussi des performances et de la progression des jeunes. Bien sûr. Bon, on va revenir à ta carrière. Tu as commencé la moto à 8 ans. Donc au début régional. Ta première grosse victoire hors régional, donc championnat de France, par exemple, quel âge? Première grosse victoire, je sais. Première victoire, ça devait être en 2013, je pense, en cadet. D'accord. Cadet. Jamais de mini-vert, alors? Pas de victoire mini-vert? Non, jamais gagné. Donc en fait, quand tu étais jeune, entre guillemets, on n'aurait pas misé une pièce, quoi. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Je t'ai dit, j'ai commencé 65 kx. Après, je suis passé 85 kx. Donc déjà, tu vois, un peu la moto, c'était... fallait être courageux, tu vois. Mais voilà, et puis c'était les anciennes. Donc voilà, c'était les motos costaudes, quoi, à piloter. Et puis, ouais, KX. Après, on s'est un peu, voilà, 85 KT. J'ai pas gagné. Je me rappelle de toi cette année-là, 85 KT. J'ai pas gagné, Déjà le numéro 172 en plus? Non, 72. Ah, 72, ouais, peut-être. 72. Ouais. Et après 2013, je gagnais pas. Il y avait David. 2012, il y avait David avec sa KX qui était chez Bud. Lui qui gagnait. Cette année-là? Ouais, lui qui gagnait. Moi, je faisais 5, 6, 4. J'étais un petit peu à l'arrière du peloton. En 2013.
nouvelle KT, c'était les toutes nouvelles KT, et là je partais pour le titre, et c'est là que j'ai commencé un petit peu à gagner. Je me bataille avec Bastien Guillaume. Et vice-champion de France, c'est ça? Et vice-champion de France, du coup, galère, dernière course. Je jouais le titre avec lui, on était à 3 points, j'arrive deuxième, à 3 points de lui, avancé de course. La semaine avant, on refait le moteur, le machin, la moto, on la remet neuve. Et là, allumage grillé à la première manche. Putain, d'accord. Mort. Donc t'abandonnes? Bah, je peux même pas prendre le départ. Grillé sur le tour de reconnaissance, même pas prendre le départ. Donc abandon. Du coup, en perdant ces points-là, il fallait que je gagne pour faire terminer vice-champion. C'était Raphaël Ruffier à l'époque. Et je gagne les 2 manches après, parce que on a réparé, on avait trouvé la solution. Et puis je termine vice-champion, Bastien Guillaume champion. Et voilà, c'était ma première. Et tu vois, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que là, tu nous sors des noms. Moi, je les connais même pas en fait. Et c'est là où tu te rends compte qu'en fait, c'est pour ça que moi, je sensibilise énormément les pilotes et les parents des fois. Tu peux gagner en 85, mais les marches en 85, elles sont petites, quoi. Ah oui. Parce qu'en fait, tu as vu l'entonnoir, tu as des pilotes, il y a 15 pilotes qui roulent fort en championnat d'Europe, 85 par exemple, mais tu n'en as que peut-être 5 ans après, 2 où il y aura encore leur nom dans le classement. Ah, c'est clair. Et mais toi, tu l'expliques comment? Enfin, moi, je sais que j'essaie d'analyser un petit peu ça. Tu l'expliques comment, toi? Choix de carrière, les parents, l'entraînement, ouais, c'est un tout. Détermination. C'est un tout, c'est un tout. Je pense que c'est l'entraînement. Il y en a, ils vont peut-être pas avoir la possibilité de s'entraîner comme les blessures aussi. Ouais, les blessures surtout. Ça fait pas mal les blessures. Hein. Déjà, si jeune, confiance, jeune, si tu te blesses beaucoup, tu peux pas t'entraîner comme le jeune qui se blesse pas, qui est souvent. Les moyens des parents aussi. Les moyens. Ça a un budget de s'entraîner, poncer des pièces. Et aujourd'hui, il y en a qui sont repérés très très jeunes pour pouvoir les monter au plus haut. Et il y en a qui sont un peu, il y a un jeune qui va être pris au plus jeune, et l'autre pendant ce temps-là, il est aussi bon que celui-là qui est pris, mais il y a la blessure qui fait que il n'est pas là, il se montre pas, et au final, ça fait que il y en a qui sont mis de côté et on les oublie. Ouais, puis je pense qu'aussi la marche 85-125, tu rentres dans la guerre en fait. 85, tu as vu, c'est gentil. Il n'y a pas de bloc-pass, il n'y a pas de. Sauf que 125, tu as les parents qui commencent à dire attends, je dépense de la thune là, il faut que tu y arrives. C'est vrai, hein. Puis c'est là que ça se met la pression. Et là, ça te met la pression. Et tu as ceux qui arrivent à gérer la pression. Tu as les parents qui pètent encore plus des durites et les gamins ils perdent confiance, machin et tout. Puis c'est pareil, tu vois, aujourd'hui, quand je vois la conjoncture en 125 Europe, tu as des teams, ils demandent aux parents 50 000 balles l'année. Là, il y en a un, je connais bien, hein, il a un team à l'Europe, qui m'a contacté le jour, il me dit, tu connais pas un pilote et tout, je dis, pourquoi pas, tu vois. Il me dit par contre, pour aller chez moi, c'est 50 000, hein, quelqu'un qui a de l'argent. Il m'a même pas demandé s'il y avait du potentiel. Moi, je dis, non, mais je connais personne qui va te mettre 50 000, enfin, tu vois. Enfin bon, bref, tu vois ce que je veux dire, il y a ça aussi. Aujourd'hui, l'argent aussi, que ce soit au début de la carrière du jeune, mais aussi pour monter en haut. Hein. Aujourd'hui, on en voit, ils sont en Grand Prix, mais parce que il y a un peu d'argent, enfin pas beaucoup. Et il y en a qui prennent, sincèrement, moi je sais que je l'ai vécu un petit peu, je me suis fait prendre des places, enfin une place, par des mecs qui ont de l'argent. Et potentiellement parlant, les deux étaient pareils, mais celui qui avait plus d'argent. Il a les chèques, il n'a pas besoin d'être à l'époque, je me souviens, il y avait Monticelli. Aujourd'hui, pourquoi il est encore là? Il ramenait de l'oseille à crever. Aujourd'hui, pourquoi il est encore là? Pourquoi il a des motos officielles? C'est ça, bien sûr. Parce qu'il a le bon porte-monnaie. Aujourd'hui, ça aide pas mal quand même, l'argent. Moi, mes dernières années de Grand Prix, ça venait, ça commençait à venir. Elle a de plus en plus maintenant. Oui. Quand on voit un peu ce que ça coûte. Sans citer le nom, mais ça a commencé à l'époque 2008, même un peu avant, 2007-2008. Il y a un team français d'ailleurs, qui avait pris deux Sud-Africains, qui avaient ramené 100 000 €, tu vois. Je sais pas si le but, c'est pas de citer le team, mais et ça a commencé comme ça en fait. Et ça a marché. Les pilotes, ils étaient à l'arrêt, mon pauvre. Marche arrière, mais ramenait 100 000 balles. Et en fait, t'avais un bon pilote, mais t'avais deux pilotes qui ramenaient l'oseille pour faire. Et puis les autres teams, ils ont vu ça, tu vois. Et ils se sont dit. Puis ça va de plus en plus comme ça maintenant. C'est malheureux. Hein. C'est malheureux. Bah oui. Et on va revenir un petit peu sur tout ça. Donc, vice-champion de France cadet 2013. Ouais, 2013. Et passage 125, qui toi, t'as quand même bien réussi.
Ouais, pas trop mal en vrai. C'était chez MJC? Non, première non, année, Xverna? Non? Alors du coup... Ça me parle, Xverna. Ouais, du coup... Je me souviens maintenant. Du coup, à la suite de ça, 85 fini, je m'achète une moto. Enfin, mes parents m'achètent une moto. Ah, tes parents payaient leur moto à ce moment-là? Ah ouais, on payait tout. Hein. Non, mais ça, c'est pareil, ça me fait plaisir que tu le dises parce que aujourd'hui, des fois, dans les mœurs des parents, c'est attends, mon fils, il est en 85, il faut qu'il ait les motos de prêter, de payer. Payer tout. T'es en 125, tu fais vice-champion de France. Payer tout. Hein. Coupe du Monde, tu fais 5 en plus, je crois. En 125, ça. 125? Ouais, 85, j'ai pas. Non. Mais tu payes tes motos, quoi, du coup. Et ouais, du coup. Tes parents payent tes motos. Du coup, ils payaient mes motos. On a dû en passer 3. Donc les 125 Xverna, pas trop cher. Donc, du coup, on a acheté. Du coup, à la suite de ça, donc vice-champion. Et mon père m'achète on s'achète une petite moto, comme ça, une 125 YZ. À la suite de cette 85. D'accord. Et puis un jour, on voit qu'il y a des détections KTM Husqvarna. C'était les nouvelles Husqvarna qui sortaient. Ah, c'était les nouvelles Husky? Ouais, les nouvelles Husky. Okay. Ouais, j'ai pas connu les anciennes. Ok, je pensais que c'était les anciennes. Ouais. Non, nouvelle Husky. Donc, les trucs de détection, c'était à Lonne avec Eric Bernard, Michael Pichon. Donc, c'était un week-end comme ça. On était plusieurs pilotes et j'ai été sélectionné à la fin du week-end. Donc, il y avait un peu test physique, roulage moto, des chronos, des manches, mécanique. Donc pareil, mais ce stage c'était dans des grosses conditions. Hein. Tu connais bien Eric, donc tu pourras lui demander comment c'était. Ouais, je me doute. C'était des grosses conditions, on était avec le Kawa et tout, à faire des manches. Voilà. Mais dans cette situation, j'étais capable de rouler parce que j'avais déjà vécu un peu ça. Ouais, et ouais, donc du coup j'avais été sélectionné. Il y avait 2 pilotes KT. Donc là, à l'époque c'était Anthony Bourdon. Ouais, je me souviens aussi. Ouais. Danouzet, qui avait ce contrat-là. Et chez Husqvarna, il y avait Luc Imbert et moi. Donc on était les 4 là, on était aidés par la filière KTM Husqvarna. Et de ça, j'ai eu ma première aide, donc 2 motos, un budget pièces et un budget huile qui m'a amené à faire le junior, qui s'est très très bien passé. Je termine 3e du chemin de France. Première année? Première année, 3e. Ah, c'est beau. Hein. 3e. Tu sais qui avait été devant? David, qui roulait MJC. Ouais. Et Anthony Bourdon. D'accord. Et je me rappelle que la dernière course, j'ai été 4e du championnat. J'étais en bataille avec Ouzé. Et tu fais 3. Je fais 3 du championnat. Année d'après, c'est là que tu changes et tu rentres dans un team, team officiel, quoi, on va dire. C'est ça. MJC. Donc, à la suite de ça, ouais, MJC. Donc là, objectif plus Europe. Parce que cette première année, il me semble que tu n'avais pas fait trop d'Europe. Alors j'avais fait Saint-Jean. Ouais, voilà. J'avais fait Saint-Jean, mais là, pas d'expérience en tant que pilote un peu à haut niveau. Donc un peu galère, je me qualifie quand même. Je fais 25, 29 je crois des manches. Donc là c'était compliqué, en sachant qu'en plus j'avais pour objectif de monter plus haut l'année suivante. Donc compliqué, et après j'ai eu cette proposition pour faire chemin de France junior et l'Europe avec MJC. Qui s'est bien déroulé en championnat de France, mais mon manque d'expérience en championnat d'Europe, je l'ai pêché un petit peu cette année-là. Donc je termine vice-champion de France Supercross. Même pas une tasse de thé. Ah ouais? Je te jure. C'est joué dernière. Avec Maxime Renaud. Okay. Mais un truc de fou, hein. L'année de malade. Maxime Renaud, d'accord. Ouais. Okay, je me souviens plus trop de cette année-là. Ah ouais, une saison de fou, hein. Une dernière course de fou surtout. Pour faire court, on est arrivé pareil, 3 points d'écart. Lui qui était devant, moi qui était 2e. Et dernière course, je gagne la première manche, donc ex-aequo. D'accord. Bon, je ne sais plus si c'est moi ou si c'est lui, j'ai un doute. Mais on est ex-aequo avant la dernière manche. Donc celui-là qui gagne, celui-là qui est champion. On part tous les deux en tête. On passe la manche à se doubler, redoubler. Mais des trucs propres, hein, au Marié, côté de Lyon. Des roulages, mais vraiment clean, on passait machin. C'était beau.
Et là, il y a drapeau jaune sur une table. Il saute, je saute pas. On est un petit peu décalé, machin. Bon, écoute, voilà, ça, c'est un paramètre de course. Et pareil, dernier, ça faisait un gauche, un droite, un double. Et là, l'arrivée. Et là, on saute sur le saut, côte à côte. Et là, on coupe pas tous les deux. Et on passe roue collée. Et ça finit à 300. Putain, mais c'est ouf, ça, 0,300. Donc lui, champion. Lui, champion du coup. Pétage de cap, là, non? Ah ouais, j'étais fou. Normal, après la course, tu pètes un cap. Ouais, il a sauté sur le drapeau jaune, machin. Ouais. Tu t'es un peu, bien sûr. T'es compétiteur, tu veux gagner. Normal. Oui. Surtout quand ça se termine après comme ça. Après une saison comme ça. Ouais. Donc du coup, ça nous avait chauffé un petit peu. On n'était pas spécialement potes à l'époque parce que la bataille, la rivalité, machin. Et donc lui champion, lui il était en plus devant à l'Europe, hein. Il gagnait l'Europe. Mais il a été champion du monde, non? Oui, il a été champion du monde. 125, champion du monde. Donc c'est du gros gaz quand même. Ouais, il roulait. Et puis tu vois, championnat de France élite, j'étais capable, championnat de France pardon junior, j'étais capable de rouler avec lui. Mais à l'Europe, il me tournait autour. Par manque d'expérience? Manque d'expérience. Ouais, je pense aussi ça manque peut jouer d'expérience, parce que j'étais manque d'expérience, d'autres pilotes aussi les pistes et les pilotes et le format aussi. Ouais, c'était différent la course, enfin les essais le matin, la course à 15h l'après-midi, l'autre le matin de bonne heure. Donc ouais, on n'était pas spécialement potes à cette époque-là, et puis aujourd'hui, on s'entend super bien. Mes parents sont super bien avec ses parents, et aujourd'hui. Il y a beaucoup de pilotes comme ça, moi. Et aujourd'hui, on s'entend super bien. Après, moi, tu sais que je suis plutôt, enfin, être trop copain avec ses adversaires, je suis pas trop pour moi, tu vois. Non. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais à un moment donné, c'est la guerre, quoi. Moi, aujourd'hui, j'ai pas spécialement d'amis dans le paddock. Tu peux pas, en fait. C'est pas que je veux pas, parce que machin, mais c'est compliqué, parce que aujourd'hui, si t'as ton collègue, tu dois le doubler, tu vas pas si tu dois aller au contact, c'est ça. Ouais, mais t'es mon pote, tu vas pas me toucher, machin. T'es là pour la même chose. Moi, quand j'étais pilote, j'étais trop pote, à faire trop pote avec mes adversaires. Et mais à un moment donné, en fait, tu te rends compte, faut pas, tu vois. Et aujourd'hui, avec le recul, je suis le premier à dire, le pilote que j'ai, tu vois, je leur dis, c'est pas ton pote, on s'en branle, quoi. Tu vois, à un moment donné, s'il faut le doubler, tu y vas, tu vois. Ouais, mais t'as vu, si je viens un peu. Et alors, c'est un sport, t'as pas le choix. Et je trouve qu'il y en a qui sont trop copains. Alors moi, je le vois des fois, tu vois, dans les petites catégories, là, ils viennent se prendre dans les bras, machin. Ils sont toujours ensemble. Faut trouver le juste milieu, tu vois. Alors les parents, des fois, tu vois bien, c'est pareil, les parents, ils boivent l'apéro la veille tous ensemble. Mais après, à un moment donné, ça va qu'un temps, ça. C'est quand il y en a qui quand t'arrives en haut, ouais. Et tu vois, tu sais, j'ai le petit Timothée, moi. Timothée, c'est dans le team. Ses parents, je leur dis, on n'est pas là pour faire des copains avec tout le monde. Hein. Mettez-vous un peu en retrait. Vous pouvez être sympa avec tout le monde, parce que c'est des gens, ils sont de nature très gentils, tu vois. Et tu leur dis, voilà, parce qu'à un moment donné, quand tu réussis, qu'est-ce qui se passe? T'as la jalousie. Tout le monde doit. Et là, on te démonte. Donc en fait, faut faire attention. Mais oui, je suis d'accord avec toi, trop copain. Moi, je l'ai vu ce week-end à Lyon. Hein. Enfin, je dis pas non, machin, mais je vois les jeunes. Tu te mets quelle grille? Non, je vais à l'Inter. Mais non, mais tu sais, ils sont en train d'échanger sur comment ils vont. Ils se rassurent limite. Voilà. Non, machin. Oh, t'es premier, tu prends la première grille, machin. Ah non, je me mets la deuxième grille. Attends. T'es là pour gagner, quoi. T'es pas là pour dire le collègue, décale-toi d'une grille parce que ça, pour éviter qu'on se touche au bout, quoi. C'est clair. Mais tu sais, c'est comme, j'en parle souvent, ça, des choses comme ça là, mais avant un départ, t'en as toujours un des fois qui vient te voir, qui essaye de pas de déstabiliser, mais de se rassurer en te parlant. Et des fois, il va te dire, putain, t'as vu là-bas, ils ont arrosé, premier virage. Ah, tu te mets inter, toi, putain, mais inter, ouais, c'est chaud, ça va. Et en fait, selon ce que tu vas lui répondre, ça va le rassurer, tu vois. Ouais, c'est clair. T'en as beaucoup comme ça, qui n'ont pas confiance en eux, et en fait, c'est comme ça que tu ressens qu'ils n'ont pas confiance en eux. C'est ça. Toi, avant un départ, toi, tu parles à personne, t'es dans ton truc, et t'en fous. Non, soit, moi, je suis dans ma course. Il veut se mettre à côté de moi, il se met à côté de moi aujourd'hui. Ouais, je suis dans mon truc, je suis pas. Si je dois me mettre à la première grille inter, ça me fera pas peur d'aller à la première grille inter. Si je dois aller à la première grille externe, j'y serai. Bien sûr. Mon objectif, c'est d'être au freinage, c'est d'être devant.
Donc on l'a bien, on l'a vu un de petit Paris. peu à Paris. Hein. Ouais, tout externe, tu pars devant. Externe, j'arrive à partir Ton meilleur départ du week-end même. Ouais. Donc, et aujourd'hui, je pense que tout est dans la tête. Tout est dans la tête. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Si toi. tu es prêt à déclencher et te dire au bout, je suis là, tu feras tout pour être là. Quoi. Ouais. Donc, je suis d'accord avec toi. Tu vas mettre tout pour être là. Tu as ressenti dans ta carrière, début de carrière, quand tu étais jeune, un vrai déclic? Un jour où tu dis, putain, j'ai eu un déclic là? D'un résultat, d'un entraînement, d'un... Non, pas spécialement. Peut-être un petit peu quand j'ai commencé le haut niveau, enfin le junior, à gagner. De voir que tu pouvais gagner. Ouais, de voir que je pouvais gagner, de rouler devant. Là, j'ai commencé à me dire, et puis aussi le fait d'avoir mon premier contrat, enfin même premières aides. Confiance, quoi. Mes premières aides, qu'une marque me soutienne, d'avoir des partenaires. Ça m'a un petit peu mis en me disant, ouais, bah, je suis là. Ou même la première victoire de dire, ouais, t'as envie de voilà, d'en avoir d'autres, quoi. Donc, puis le fait aussi, après, d'avoir ces aides, bah, de faire des choix dans ta vie où tu te dis, bah ouais, j'arrête l'école. Malgré que l'école ne voulait pas de moi, mais j'arrête l'école. Du coup, je me dis, aujourd'hui, j'ai la moto. À quel âge, la moto? L'école. Oh, j'ai arrêté très très jeune, 4e déjà. Ah ouais, c'est jeune. 4e, ouais. Ouais, mais c'était pas pour moi l'école. Donc, il n'y avait pas un gros avenir, quoi. Non, loin de là. Et puis je suis manuel un petit peu, donc c'était pas acheter derrière une chaise. Et toi, t'es pour arrêter tôt? Non, pas spécialement, mais aujourd'hui. Maxime Renaud, lui, je crois qu'il allait à l'école tard, lui. Ouais. J'ai cru comprendre. Il avait un bon niveau apparemment, à l'école aussi. Ouais. Je crois qu'il a été passer comment dire, son bac ou... Ouais, des bacs, enfin il a eu son bac. En effet, l'école c'est loin, Mathis. Ouais, c'est compliqué. Et ouais, bah, bien sûr. Donc non, moi je voulais te parler d'un truc, parce qu'on a parlé tout à l'heure, on a dit, il y a l'argent, que ça coûte de l'argent pour les parents. On a parlé aussi de blessures. Toi, tu as eu des grosses blessures étant jeune ou pas? Ou tu as eu cette chance de pouvoir t'épargner un peu des blessures? Non, j'ai eu un peu cette chance. Première grosse blessure, quel âge? Et c'était quoi? Bah, grosse blessure, je sais pas, j'ai perdu un bout de mon doigt. Ah ouais, excuse-moi du signe, mais c'est vrai que tu as perdu un bout de ton doigt. J'ai perdu un bout de mon doigt, tu vois. Il y a longtemps? 2017 en Suisse. Grand Prix? Non, l'Europe. Ah, l'Europe, ouais. L'Europe, j'étais chez Tip Top à l'époque. Ça, et puis je me suis cassé pour mettre mâchoire. Oui. Ouais. Le pouce 2 fois. Et je me suis fait une acromio. Je pense que ta corpulence aide aussi à avoir moins de blessures. Ouais, ça m'a beaucoup aidé. Mais j'en suis sûr. Enfin, moi, je vois, j'étais plus fin. Pauvre, quand je te tombe. Puis quand là, je vois les caramels. Merde, je me suis cassé quoi là? Quand je vois les caramels que je prends un petit peu en ce moment, je me dis heureusement que je suis costaud, parce que je serais déjà. Là, celui que tu m'as envoyé l'autre jour en Allemagne là. Ouais, costaud. Il n'y a pas beaucoup qui se relèvent. Hein. Ouais. Non, en vrai, je m'en sors j'ai vraiment de la chance. Hein. Mais je pense que c'est bien d'être massif un peu, tu vois. Je suis un peu trapu, j'ai été costaud un peu quand j'étais jeune, mais aujourd'hui, je regrette pas. Bah non. Aujourd'hui, j'ai des cuisseaux quand même top, imposants et costauds, et pas facile des fois à gérer, mais ça m'aide. Et tu sais que je suis étonné, j'ai vu Jet Lawrence à Paris, il est costaud. Hein. Ouais, il a des épaules, il est costaud, quoi, tu vois. Ah, ça paraît pas, il est grand. Ouais, carrément. Bon, on avance un peu dans ta carrière. Donc là, le passage en 2,5, 2016. Ouais. Comment tu l'as vécu? L'Europe direct? Alors ouais, l'Europe direct. 2016, ouais, c'est ça, 2016 avec Tip Top. Donc vu que j'avais roulé à MJC à Yamaha, j'ai eu l'opportunité de continuer avec l'aide de Yamaha. Au sein de chez Tip Top. Ça te coûtait des saisons? Première saison de 2,5, ça t'a coûté un peu ou t'avais une aide full? Non, ça m'a coûté. Les déplacements, tout ce qui est matériel et tout, ça m'a pas coûté. J'étais soutenu par Yamaha. Donc voilà, après tout ce qui était déplacement, oui. Donc cette première année, je fais le Touquet déjà, je fais podium au Touquet. Junior? Touquet jeune, junior, ouais. Donc je fais 3. Donc Maxime Renaud gagne en Tourbourdon 2, et puis à la suite de ça je pars sur une saison d'élite
et d'Europe aussi également. Mais à l'Europe, pareil, je suis patiné un petit peu compliqué. Première année 2,5. Je passais pas la qualif. À cette époque-là, à l'Europe, il y avait des concurrences de dates avec l'élite. Ah oui. Donc j'étais à Kegums, c'était Kegums, et il fallait que je marque 1 point pour pouvoir bénéficier de mon report de points à l'élite. Pareil là-bas, un truc de fou qui m'est arrivé. Je marquais 0 points à l'Europe. 2,5, Valkenswaard, je ne me suis pas qualifié la première. Kegums, je me suis qualifié au repêchage. Ah ouais. Donc chaud. Surtout quand tu fais 4000 bornes, quoi. Parce que Voilà. là, tu l'as avec tes J'étais parents. en avion, non, j'étais en avion. avion. Il y a Tip Top, il est là avec Ok, le d'accord. camion, parce qu'il y avait Milko à l'époque qui roulait pour oui, la structure. ouais. Et du coup, là-bas, ouais, je passe la qualif au repêchage. Et puis là, 2 manches. Et là, j'ai 2 chances pour marquer 1 point, quoi. Et là pareil, dernier virage, je tamponne un mec pour marquer le 20e point, 2e manche. Et tu marques ton point. Et je marque mon point, je fais 20. Ouais, Je fais 20. Il était mérité ce report de Et points. ce point, il était mérité. Mais à la Grinta, aller chercher, quoi. Et j'étais pas capable de marquer les points, mais voilà, Ouais, l'objectif. tu sens que ton mental dans ta carrière t'a Ouais. aidé énormément à aller chercher Oui, des fois des beaucoup. beaux résultats. Ouais. Beaucoup. Mais ouais, après quand je te vois, quand je vois ce que tu as fait déjà même cette année, Ah, ça aide. bah oui, en fait, c'est ton mental cette année qui t'a aussi aidé Techniquement, des départs. Je sais peut-être plus, pas- t'as une course cette année, t'es parti loin à un moment donné. Pareil, même Bali, il me semble, première manche de l'année, t'es en tête, tu fais un caramel, Cabane, ouais. tu Cabane. repars 3, tu remontes, Ouais. tu gagnes, il me C'est semble, ça. hein, si Ouais, je c'est dis ça. pas de conneries. Après, la chute a été quoi? Moi je l'ai vu, hein. Dans la courbe là, mon Ouais. cochon, Ouais, heureusement que je suis costaud encore. t'as volé, j'ai dit. Mais bon, ça, pareil, une chute un peu déconcentrée, un peu. Bah, disons que le problème c'est La que confiance. t'as un abat, tu y vas quoi, donc ça te permet, c'est aussi ton style de pilotage. Mon hein. style de pilotage, ouais. Genre, on peut pas vraiment changer un style de pilotage aujourd'hui. Non, c'est Si aujourd'hui compliqué. on te demande de rouler en 3, t'en roules, je pense pas que ça va vite. Et puis je pense que je prendrais pas de plaisir. Bah non. Donc, Ouais, toi ce qui te plaît c'est. Ouais. Le plaisir, soit le plaisir d'être sur la moto, de me faire kiffer. Et voilà quoi. Bon, sûrement l'un des meilleurs moments de ta carrière, champion d'Europe en 2018. Tu passes Honda à So Motors. Alors cette année-là, je me souviens que tu n'avais pas les meilleures motos. Non. Quand même, faut le dire. Hein. Ouais. Tu as roulé 2 ans chez eux. 2 ans, 2017-2018. Voilà. Moi je me rappelle. Donc 2017, champion d'Europe. Non, 2018. 2018. 2018. L'année où tu es champion d'Europe, moi je faisais Alors c'est l'année où je faisais l'élite alors, avec la Suze. Oui. C'est cette année-là? Non, toi c'est après, 2019. Ça fait 3 ans chez So Motors alors, avec la Honda. 2017. Ouais, 3 ans, ouais. Ouais, 3 ans. Bah oui. 2017, 2018, 2019. Parce que moi je me souviens que cette année-là où je faisais. Ouais. Je suis venu à Romagné. J'avais pas la meilleure moto, mais toi non plus. Hein. Ouais. Je suis venu à T'avais Romagné. fait Romagné, ouais. Et oui, toi, tu avais été à ma piste, je me rappelle avant. Exact. Oui, oui, c'est ça. C'est ça, 3 ans. Donc champion d'Europe 2018. Alors quand tu me parles de ta carrière avant, en fait, si tu veux, c'est un sacré résultat quand même. Parce Oui, que ouais, un petit peu, ouais. tu pars de loin, mais en fait, t'as Bah, rien lâché quoi. Il y a eu 2017 quand même, entre-temps. Où, Première année d'Europe, deuxième année d'Europe. Deuxième année d'Europe, où je signe à So Motor. Ouais. Donc là, ça a été aussi un gros choix de ma carrière parce que j'ai pris un agent à la fin de mon année 2016 avec Tip Top. J'avais pris un agent pour un peu gérer parce que j'avais des contrats, mais je savais pas du coup comment ça se passait. Donc j'ai pris quelqu'un. À la suite de ça, j'avais fait des choix. Donc les choix, c'était l'aide d'une marque au niveau européen quand même. Donc ils m'ont aidé. Il fallait un peu partir à Team l'étranger. Ouais, team italien. Donc t'as vécu en Italie? Un petit peu, je vivais là un petit peu là-bas, je parlais pas italien ni anglais à cette époque-là. Ouais. Donc je suis allé là-bas, les motos ça n'allait pas du tout. Pour faire le championnat de France Elite, je devais me débrouiller tout seul. Ça allait pas moteur, surtout. Donc j'ai été aidé par Honda France qui m'avait prêté du matériel. Ok. J'avais fait mes motos en interne pour les premières courses. Donc du coup, ces premières courses-là, Saint-Jean, je gagne les 2 manches. En 2017? En 2016. 2016, ouais, avant ton. Non, 2017, pardon, 2017, je me perds. Ouais. Ouais, 2017. Je me perds. 2017, je gagne à Saint-Jean et deuxième course Romagné chez moi, je tombe. Tu passes de l'année d'avant à peine marquer des points. Ouais. Direct, t'arrives,
Je parle, c'était pas l'Europe. Ah, hein, l'élite, c'était là, oui, ouais. exact, d'accord, ok. Je gagne à Saint-Jean l'élite, Ok. où il y avait Waitlin, Charbonneau, les Américains, Ah oui. chez Bud. Donc là, je gagne là-bas. Deuxième épreuve chez moi, Dans la boue, j'arrive je crois avec que c'était. la plaque rouge, je tombe, gros caramel, je fais un out, je me casse la pommette, machin, tout. À cause du casque, machin, le casque il avait tourné. Du coup, là, un coup d'arrêt. Je me remets, machin. Et là, 2 semaines avant la course, le championnat il avait déjà commencé et je voulais reprendre à Ernée à une épreuve du championnat d'Europe. Et là, la moto de l'Europe, je la connaissais pas. Donc, ils sont venus le mercredi avant Ernée rouler pour faire des essais un petit peu avec cette moto. Et là, à Ernée, je gagne l'Europe. Mon première Europe que je fais avec ce team-là, enfin, avec la Honda. Je gagne. Qui était la première épreuve de l'année? Qui était la deuxième ou troisième. Tu avais loupé une épreuve à cause de la blessure? Ouais, à cause de la blessure, j'avais loupé Valkenswaard et une autre, je sais plus c'est laquelle. C'est beau parce que finalement, comme quoi, tu avais passé un gros step. Ouais, j'avais passé un bon step. Un point à peine marqué. Puis je reviens de blessure aussi. Je reviens de blessure, je gagne la première manche. Deuxième manche, j'étais en tête toute la manche. Mon coéquipier me double dans le dernier tour, donc c'est un peu frustré. C'est qui ton coéquipier? Forato. Ah, c'était Forato. Forato à l'époque. Ah, il était cochon, je me rappelle. Costaud, il était costaud. Mais à cette époque-là, les motos, c'était pas les meilleures, mais ça allait. Ça, c'était pas si dégueu que ça. Il y avait un mec qui bossait dessus qui était. Cette année-là, l'Europe, on retrouvait qui comme nom qui sont connus aujourd'hui? Qui était connu, il y avait, je sais qu'il y avait Furlotti. Tu connais pas, mais Furlotti, il a été à l'Europe, il était bon. Maintenant, il est mécano de Geyser. Mécano de course. Mais non. Si. Il y avait Furlotti, Lapucci, qu'on retrouve un peu de temps en temps. Gertz. Yago Gertz? Ouais, Yago Gertz. Ok. Sur une KT, tout seul, en privé. Et la Genfelder, tout ça, c'est plus tard. Ouais, plus tard. Ouais. Et après, je sais plus trop. Il y avait des bons noms. Hein. Et donc là, on repasse à 2018, là où tu es champion d'Europe. 2018. Au-dessus ou... Oh non, t'es fou, là, grosse galère encore. Grosse galère, parce que cette année-là, j'avais un peu 2 structures parce que Assomotan ne voulait pas me suivre sur le championnat de France Élite. Moi, je voulais faire un petit peu des courses en parallèle de l'Europe. Et de ça, j'ai signé avec SR, Honda SR, pour le championnat de France Élite. Donc j'avais 2 motos différentes, 2 structures différentes. Un peu 2 teams et j'avais passé tout l'hiver sur un 4,5 de Honda France qui m'avait passé pour m'entraîner. Donc mes suspensions qui étaient préparées par Gobi à cette époque-là. Où j'y mettais du mien pour. Tu payais un peu je encore. Payais, voilà. Tu étais salarié à ce moment-là? Tu avais d'argent? Rien. Donc tu avais 20 ans à peine? Ouais. Donc, 20 ans, tu gagnais pas ta vie encore? Non. Clairement, ok. Et je dépensais pour pouvoir avoir le meilleur matos possible, parce qu'aujourd'hui, ça n'allait pas. Et donc, du coup, tout mon hiver, on a fait du test avec Gobi, donc les motos, ça m'allait, la moto championnat de France, ça m'allait. Et là, j'arrivais à la première de l'Europe. C'était Red Sand à l'époque. Red Sand. Donc, il y avait Goupillon, Poncoc, Vial à l'époque, qui roulait sur la Husky. Et là, j'arrive, je me qualifie déjà. Faut pas oublier que je me qualifie. Je fais 18 et 17 des manches. Première course. D'accord. J'avais roulé une fois avec la moto, un terrain à côté à Alcora. Donc là, on était loin d'imaginer que tu allais être champion d'Europe. Là, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu veux? Pour moi, c'était mort. C'était mort. Et donc, à partir de là, j'avais pas les bonnes suspensions parce qu'eux, ils voulaient que je roule avec leurs suspensions, machin. Bon, j'avais fait confiance. Et à partir de là, j'ai dit aujourd'hui, à la deuxième épreuve, je me présente, c'est soit avec mes suspensions et un meilleur moteur. Sinon, je me présente pas. Donc, ils ont, à cette époque-là, ils ont loué un moteur chez Martins. Il y avait, à cette époque-là, il y avait Cerveline qui roulait en Grand Prix avec ses moteurs. Et ils avaient loué un moteur. Donc le moteur c'était beaucoup mieux, mais c'était pas ça encore. Et j'étais venu avec mes suspensions de Gobi, que Gobi m'avait prêté. C'est vrai que la base de la demi-Honda, c'est creux quoi. Je sais pas si c'était beaucoup amélioré. C'était compliqué la moto.
Et puis j'avais pas spécialement roulage avec. J'ai pas ma moto, les motos d'entraînement, c'est pas la même que ma moto de course, donc c'est relativement compliqué. Donc la deuxième épreuve, c'était à Guéda. Et là, dans la boue, comme jamais, des charnières comme ça, compliquées et tout, je gagne les 2 manches. D'accord. Donc là, à partir de ce Donc moment-là, là, ça repart par contre, tu reprends là, ça confiance. repart. Là, ça repart. Ouais. Déjà, Mais tu as été les chercher ces 2 victoires par la force du poignet ou c'est que c'était quand même réellement mieux? Le moteur, tout ça, ouais. la force du poignet, le mental, Ouais. l'envie. Et puis mon objectif, qui était de gagner. Bien sûr. Donc, ça, je l'oubliais pas, et c'était de gagner. Donc, ouais, je gagne ces 2 manches-là. Et là, là, tout le monde était content, machin. Et là, le team, t'as vu, C'était plus heureux, là. Hein. quand tu arrives à une première épreuve, tu repars de la course, tu vois le team qui font la gueule. Là, tu Personne ne se parle, tout le monde part de l'autre voilà, côté. T'as pas de nouvelles quasiment C'est de la ça. semaine. Et là, tu gagnes 2 manches, par contre, c'est plus pareil. Là, ouais, tout le monde, là. C'est pas facile à gérer ça. Honda en tant Europe, que ils sportif, sont je là, Honda, machin, tout Bah le oui. monde est là. Les bien photos, sûr. là, ils sont tous le sourire comme ça. Ouais, t'es le meilleur, t'es le plus beau. C'est ça. Sauf qu'il ne faut pas oublier que c'est moi qui paye mes suspensions, Exactement. qui a fait du développement, qui a bossé. Et au final, eux, ils sont là à faire des photos, quoi. Et pour en revenir un petit peu après, je faisais 2, 3, 4, je gagnais quand même des grands prix. Et je suis champion une épreuve avant la fin, en plus de ça. Donc, c'est beau, hein. en Bulgarie. En Bulgarie, je suis champion d'Europe, une épreuve avant la fin. Donc là, c'est une année où t'as pas de salaire. T'avais un gros bonus, champion d'Europe ou pas? Ouais. Tu peux en parler, hein? J'avais un bon bonus. On va dire, c'est l'une de mes meilleures années financières. Ah ouais. C'est l'une de mes meilleures années. Donc j'avais pas comment dire, j'avais pas de revenus fixes, de salaire par mois. Des primes de course, Voilà, peut-être? j'avais des bonnes primes de course, des primes au point, primes de champion d'Europe. Donc à cette année-là, j'ai été champion de France élite, champion d'Europe. Je marquais des points, j'ai fait quelques grands prix aussi cette année-là. Donc il faut savoir que les primes des points, c'est un peu plus élevé en grand prix qu'à l'Europe. Donc je marquais quand même, j'ai dû faire 14, 9, je marquais des bons points. C'était ma meilleure année, ça a été ma meilleure année financière. Donc c'était... Là, même pour toi, quand tu as 20 ans, si tu veux, tu dis ça y est, je vais pouvoir vivre de mon sport. Ça change quand même. Hein. Tu te dis ça y est, oui, tu peux vivre de ton sport, mais c'est pas fini, quoi. Mais voilà, c'est pas fini, et puis tu t'arrêtes pas à dire, c'est bon, j'ai gagné un petit peu d'argent. T'en veux toujours un peu. Et l'année d'après, Grand Prix. Donc, l'année d'après, un rêve un peu ou pas, ou tu rêvais pas des Grands Prix plus que ça? Si, un rêve, un peu quand on a accompli le chemin d'Europe, c'est d'aller en Grand Prix. Quoi. Et là, on redescend. On était bien monté, là, on redescend vraiment très Qu'est-ce qui a été compliqué. différent? Le niveau, les circuits, la mentalité? Oui, déjà, il y a ce cap-là, il y a déjà ce cap où la mentalité, les pilotes, l'expérience que les autres ils ont. Je roulais contre un Jonas, contre un Prado, c'est pas les mêmes que les pilotes du chemin d'Europe. Il y avait Hofer à l'époque, tout ça? Non, il était un peu plus jeune, jeune. donc il n'était pas encore en Grand Prix, mais des Olsen, Sanaye, comme j'ai dit, Prado, Cerveline. Plein de mecs, plein des bons noms, et aujourd'hui qui ne doivent pas en rester beaucoup sur le tableau, sur le tableau des mix GP, mais très très compliqué. Le motoriste qui avait changé, ils voulaient repartir un peu dans leur délire de suspension. Oui, parce que tu restes une 3e année chez eux. Je reste une 3e année chez eux, donc. Parce que tu n'avais pas d'autres opportunités? J'avais des opportunités. Okay. J'avais des opportunités, mais moi, je pars toujours de ce principe-là. Ils m'ont aidé, ça s'est bien passé. Ils t'ont écouté? Ils m'ont écouté, on a trouvé des solutions, on a fini champion d'Europe. Donc je me dis, repartir dans cette direction. On était déjà arrivé à un stade où on était quand même relativement bien. Oui. Donc continuer sur cette dynamique, c'était intéressant. Et au final, on est retourné où on était en 2016. 2017, pardon. La moto, la moto, on a changé de motoriste. Ils ont voulu repartir avec leur suspension parce que moi, je pouvais pas dépenser quasiment, je dépensais 6-7 000 € dans mes suspensions à l'année. Ça, c'est impressionnant.
Il Qui fallait, c'est qui paye quand c'est comme tes parents? Bah ouais, mes parents, moi, mes primes. Champion d'Europe, tu payes tes Ouais, suspensions. Ouais. ouais, champion d'Europe, je payais mes Non, mais suspensions. c'est intéressant dans Les joints spi, l'huile, les machins. attendre parce que on se rend aujourd'hui. pas compte ça. Tu vois, je pense que même les parents des jeunes pilotes pensent qu'à partir de l'Europe 125, tu as tout payé. On leur doit tu tout, vois. ouais. Non. Mais c'est pas le cas en fait. Non. Et, C'est des sacrifices. Hein. ouais, c'est Tes des parents, ils ont sacrifié beaucoup de choses, je pense. Oh oui, énormément, beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, ouais, enfin, ils en font beaucoup moins parce que voilà, ils ont donné. Et aussi, je leur dois ça aussi. Il faut qu'ils aussi profitent de leur vie. Hein. Bah oui. Ils se sont consacrés beaucoup de temps à moi. Et pour en venir, ouais. Un podium de manche. Un podium de manche en 2019. Première année de Grand Prix. Première année de Grand Prix, un peu Comme inespérée. moi à l'époque. Première année de Grand Prix, j'avais fait ça. Ouais. Un peu inespéré, mais cool à la fois parce que les C'était motos, ça n'allait à Touch and Tell. Ah oui, tu as Ouais, après c'était terrain mort, démonter des ornières comme ça, mais tout ce que j'aime quoi. Physique. Tu fais tout d'un coup en plus, je crois. Un podium de manche, podium de Grand Prix. Ouais, c'est ça. Tout d'un coup, puis pas avec les meilleurs matériel possible, quoi. Donc, non, mais bon, les ornières d'un breton. Voilà, bien creusé, bien physique, il fallait être là, il fallait être présent. Et puis, ouais, sa première année, c'était un peu inespéré, parce que ça se passait vraiment pas comme j'aurais voulu, quoi. Et ce podium de Grand Prix t'a aidé à trouver ton guidon pour l'année d'après? Oui, ce Donc, podium de Grand Prix. Podium de Grand Prix, en fait, c'est là qu'un peu FH ils sont arrivés en faisant des propositions. J'avais deux propositions à l'époque. L'autre, je sais même plus, je crois que c'était YAM. J'avais YAM aussi. Ok. YAM officiel? Ouais, pas chez c'était Kéméra, mais pas eux. Il y avait un team satellite. C'était, je sais plus. C'était satellite. Ok. Non, SDM ou je sais plus. Ouais, il y avait quelque chose. Et FH, ouais, on sait que c'est un team à l'époque qui avait des gros moyens. Ils étaient généreux ou ils savaient quand même où ils mettaient l'argent et c'était plutôt dans le m'as-tu vu, mais moins dans la performance finalement. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de teams comme ça, c'est pour ça que je te demande. Oui, il y a beaucoup de teams comme ça. Après, non, ils mettaient de l'argent où il fallait quand même, parce qu'on avait tout le matériel, on avait tout ce qu'il fallait, les motos, on avait tout ce qu'il fallait, on avait un entraîneur moto, on avait un entraîneur physique, on a fait beaucoup de tests, mais tout ça tournait autour de ce qu'ils voulaient, eux. C'est pas ce que le pilote voulait, c'était eux ce qu'ils voulaient, eux dans la façon dans laquelle ils pensaient. Donc c'était très très compliqué, mais le problème c'est que la première année où je suis arrivé, tu es un petit peu, t'écoutes, tu fais ce qu'ils te demandent, tu te crames. Sur le physique? Ouais, tu te trop de sport. Moto, on roulait beaucoup. beaucoup. Hein, sportifs font trop de sport. Voilà, on roulait beaucoup, on faisait. Et puis moi sincèrement, quand j'ai été champion d'Europe, je faisais pas grand chose. C'est dingue ça. Pas grand chose. Mais je faisais. Le problème, c'est que dès que je faisais, je kiffais. Donc c'est ça qui m'apportait l'envie, le roulage et tout. Mais pour en venir, c'est que on faisait beaucoup de sport, beaucoup trop. J'ai entendu chez eux, alors tu vas me dire si je me trompe, mais c'était beaucoup basé sur de la muscu, quoi. Non, je sais pas si c'est vraiment le cas. Je vais te donner une semaine type un peu que j'ai vécu. Après, moi, j'étais coéquipier avec Rohan, qui est un peu comme moi, Rohan van de Moesdijk, et Arup, qui n'est pas du tout comme nous. Mais d'ailleurs, Rohan van de Moesdijk, il s'est un peu, je crois que ça s'est mal passé l'année dernière par rapport à ça, qu'il faisait pas les programmes. J'ai entendu parler de ça, je sais pas si c'est. Oui, l'année qui était un peu avec moi, parce qu'après, il avait signé Husky. Non, mais même l'année dernière, j'ai entendu dire en fait qu'il avait signé dans un. Ah, parce qu'il faisait pas. Ah oui, ça se peut ça. Il faisait pas son sport. Ah, ok. Et eux, ils ont pété une durite parce que ouais, ils suivaient pas au programme. Ouais. Et un peu une semaine type qui est quand on était chez eux. Tu pars du lundi. Lundi, après avoir passé un week-end à rouler, bien sûr, tu faisais 3 heures de vélo, donc 3 heures le matin. Hein. 3 heures le matin. Ah, mais on aurait dû t'appeler Armstrong. Hein. Une heure de récup l'après-midi. Ouais. Donc tu commençais déjà la semaine un peu chaud, tu vois. Le mardi, tu roulais. Donc tu vas rouler dans le sable, un peu un effort physique. Déjà direct après les. Voilà. Ouais. Tu roulais dans le sable, mais le problème c'est que tu connais un peu la météo là-bas. Souvent il n'y a pas grand-chose d'ouvert, c'est souvent un Grevenbroich,
qui est en Allemagne, qui était à 3 heures du team. Ok. 3 heures aller, tu roules, tu fais des manches de 40, 30, quand il veut bien. Tu fais entre 3 et 4 sessions de 40. Donc déjà, hop, tu finis les sessions, tu es rincé. Tu rentres, tu fais 3 heures de route, tu rentres. Il fallait faire la récup. Donc, Récup, c'est quoi, 1 heure de vélo? 1 heure de vélo. Et hop, ça, mercredi matin, le coach qui vient. Donc, des fois, c'était le coach qui venait au team. On avait une salle de sport au team. Ou soit, toi, tu devais aller chez le coach, tu faisais 1 heure de route. On avait rendez-vous à 9 h. Tu faisais 1 heure de route. Tu commençais donc chez lui, tu arrives, on se dit bonjour. Et tu commençais par faire 1h30 de footing. Donc 1h30 de footing avec des montées de genoux, un peu, voilà. C'est costaud, hein. Ça. 1h30 de sport, enfin, de footing fini. On allait dans la salle, donc workout, un peu body, tout body, les abdos, les machins, jusqu'à midi. Wow. Midi et demi. On mangeait chez lui, il nous faisait manger, machin. On rentrait chez nous, 1h30 de récup, de vélo à faire. Tous ensemble, ça ou... De base, il voulait qu'on fasse tous ensemble. Le matin, chez le coach, oui, tous ensemble. Ouais, d'accord. Après, on était libre de faire nos vélos. Mais bon, t'avais des comptes à rendre, je me doute. Le polar. Non, mais le polar, c'est. Et puis, rythme cardiaque surveillé. Si t'avais pas la montre, tu prenais un carton jaune. Au bout de 2 cartons jaunes, t'étais privé de moto. C'était costaud. Donc, tout ça à bien suivre. Donc là, on est qu'au mercredi. Hein. C'est qu'au mercredi. Jeudi matin, tu repars à Gravenbroich parce qu'il fait pas beau. 3 heures de route. Ouais. Tu roules, pareil, des manches, un peu, que des manches. Là-bas, quand tu es en Belgique, c'était que des manches. Tu rentres, 1h30 de vélo. Vendredi, pareil, 3 heures de vélo. 1h30 l'après-midi. Oh. Samedi, rebelote moto. Dimanche, journée de repos quand même. On avait journée de repos quand on faisait. Mais bon, journée de repos, tu la savoures pas. Je trouve que c'est les Belges, Hollandais, c'est ça. Tu sais, moi j'ai signé chez Suze à l'époque. Je me suis dit, ça va être top, quoi, tu vois. Puis en fait, c'était des manches tout le temps. Tac, tac. 3 x 30, machin, à l'Omel. Enfin, là c'est costaud ce que tu me dis, là. Là, le corps, je te sors ma Polar, enfin ma Garmin, je te montre. Et tu sentais que tu étais rincé? Non, mais l'hiver, oui. Envie de rouler, moins... on fait ça, tu vois, on faisait ça de novembre à début décembre. Après, on partait à Redsand. Redsand, on faisait beaucoup d'intensité, mais bon, on faisait beaucoup de moto. 2 jours moto, jour récup, 2 jours moto, que ça. Jour récup, c'était 3 heures de vélo. Donc, tu te récupères jamais. T'as jamais de pause, t'as jamais de jour off. Puis en plus, quand tu fais de la récup avec des sportifs, finalement, ça force toujours un peu. T'as toujours compétition. Donc, tu le connais, donc bien sûr. Toujours compétition, l'autre il pédale un peu, en plus on avait un trou du cul à Roupe. Lui, c'était pas spécialement notre pote, parce que lui, il voulait toujours être le meilleur. Donc lui, c'était toujours à 300% dans le sport, à chaque fois pour nous cramer. Mais je cramais tout seul aussi, hein, parce qu'au final, il était rincé. Hein, parce que ce qu'il nous demandait, les programmes, c'était bien trop dur. Et lui, c'était 300%, tout le temps. Sauf que nous, à un moment de temps, on suivait, et à un moment de temps, on a arrêté. Enfin, moi, je sais que je baissais un peu mes intensités. Et tout ça, en plus de ça, il fallait bien manger. Donc les fast-food, les machins, zéro. T'avais pas le droit au coca, pas le droit au sucre, machin, les bars. Toi, t'es passé de tout l'un à tout l'autre, en fait. Ah ouais, moi, je sais que ça me dérange pas. Hein. Une petite anecdote, Bulgarie, je vais en Bulgarie avant d'être champion d'Europe, le midi j'étais au McDo. Hein. Parce que là-bas il y a les restos, tu sais pas comment c'est. Surtout tu sais pas ce que tu manges. Voilà. Donc j'ai préféré aller au McDo. Mais ça m'a pas empêché de gagner les manches après. Ouais, mais c'est pas bien à faire, hein, c'est sûr, non, c'est pas la meilleure. C'est pas un exemple, mais oui. C'est une anecdote, tu vois, qu'aujourd'hui, moi, ça m'a pas empêché de manger ça pour à la suite pouvoir. Tu sais, Supercross de Genève, il y a 4-5 ans, la vie a pas vite, c'était en 2015. Malcolm Stewart, burger, coca, bien sûr. 20 minutes avant la demi-finale. Et là, je fais putain de cochon, quoi. Ah ouais, ça me fait. On nous a torchés. Hein. Aujourd'hui, si t'es bien dans ta tête, ça, tu peux faire ce que tu veux, rien n'empêchera. Et donc tu sentais cramé. Et puis à un moment de temps, je me blesse.
Normal, blessure. Ouais. En plus, blessure bête, je tombe dans un virage, je pose la main, je me casse le pouce. Ouais, tu Donc sentais, ça, tu un mois avant la première maternelle. Donc je rentre chez moi direct. Je me fais opérer, je me fais poser 2 broches. 2 semaines. Donc, parce que j'avais envie de faire le championnat, j'avais passé un hiver de fou à bosser comme un fou. Bien sûr. Et je me blesse à 3 semaines de la première épreuve. Je me fais opérer, poser 2 broches. Le médecin il me dit ouais, il y en a pour un an et demi. Du coup, un mois et demi. Ah ouais, tu me fais peur là. Un mois et demi. Et du coup, je vais à Paris me faire enlever les broches par un autre chirurgien. Et j'ai 2 semaines. Je suis remonté sur la moto au bout de 2 semaines et demie. Sans douleur, ça, c'était réparé. Sans douleur, c'était réparé. Je remonte. 1 semaine avant Matterley, je roule un peu. Matterley, je fais 9 et 8. Donc c'était bien, c'était placé. Enfin, c'était bien, c'était placé. Puis là, le Covid arrive. Donc là, stop. Et puis là, pendant le Covid, tu peux rien faire. Bloqué. Moi, je demande à rentrer chez moi. Parce qu'ils ne voulaient pas que je rentre. On devait rester là-bas. Faire du sport? Et rentrer chez moi, ouais. Ouais, mais là-bas, tu fais du sport? Tu faisais du sport, hein. Tu pouvais, ils avaient pris un papier pour aller faire du team. Tu faisais du sport, machin. Et moi, j'ai pété un câble. Je faisais rien. Je dis que j'avais Covid, je suis rentré chez moi. J'ai bien fait le Covid. Eh oui, il voulait pas me laisser rentrer. Donc, malade, tu comprends, il faut rentrer quoi. Ça fait du bien rentrer. On n'est jamais mieux que chez nous, entre guillemets. C'est des sacrifices, mais à un moment donné, il faut pas. Bien sûr. Je te coupe, mais c'est cette année-là où tu avais fait le gros saut à Redsan, je me rappelle de ça, tu avais fait un truc de fou à Redsan. Ouais, cette année-là, ouais. Tu avais débranché là. Ouais, parce que nous, on y avait été, justement, moi à l'époque, avec le pilote, tu vois. J'avais vu le truc, ils font. J'avais débranché un peu. Ah, mais toi, ça. Personne n'a fait ça. Si, il y avait un freestyler qui l'avait fait. J'avais vu. Ce jour-là, t'as dit j'y vais quoi. Ouais, ils en parlaient, tu vois, ils en parlaient entre eux, et puis moi, il m'en faut peu pour me chauffer. Donc, j'étais. En plus, toute la journée, on roule sur la piste. Ouais. Et puis, ça me cassait les couilles, se crever de l'autre côté. Ah, mais tu coupais la piste, quoi. Ouais, on coupait, mais bon, tu sais, quand tu se crevais tout, tu dis, ça peut quand même. T'es en tant que pilote. Fallait pas souper, hein. Non, fallait pas souper. Mais j'ai cassé l'amortisseur sur le saut. J'ai cassé l'amortisseur. Pourtant, je pose pas court, je pose pas long, je pose bien, mais j'ai cassé l'amortisseur. Et l'année d'après, toujours les FH, hein. L'année d'après, FH, podium de Grand Prix. Podium, plusieurs. Bonne saison, je me souviens quand même. Oui, c'était. J'ai réussi, je gagne la première. Je fais 2, pardon. Ouais, tu fais 2. La première course, je fais 2. Ouais. Donc là, pareil, on arrive à Matterley. Et j'étais en tête de la manche, je tombe. J'ai galère à Matterley en plus. J'étais mort physiquement, j'avais repassé un hiver, encore j'avais compris un petit peu, je faisais moins, mais bon, je prenais des cartons dont je roulais pas. Parce que, c'est vrai, il fallait des cartons. Carton rouge. Carton rouge, hein, des fois. Carton rouge, tu peux pas. Et toi, je vois un peu ton caractère, tu l'avais déduré. Ah oui, c'était compliqué. C'est pour ça, des fois on avait des meetings, c'était très compliqué. Et du coup, c'est aussi pour ça, peut-être qu'en milieu d'année, à un moment donné, t'en as eu marre. Milieu d'année, j'en avais marre. T'étais combien championnat? T'étais pas si mal? J'étais 5. 5 du championnat du monde. Ouais. Et ça, tu dis, j'arrête, j'en ai marre, je me bats. En même temps, j'arrive à une épreuve dans le sable, c'était où côté de Bergame, là, je sais plus la piste, c'était un championnat du monde, et puis je pars devant. Ouais. Je pars devant, j'étais rincé, je tenais plus la moto, lessivé, machin. Et à partir de là, j'ai arrêté tout. Le soir même, j'étais au McDo. J'étais parti dans une opposée. Ouais. Et là, j'ai commencé à faire beaucoup moins. Ça a commencé un peu. Mais bon, quand tu es dans une passe comme ça, c'est compliqué de remonter. Ouais, bien sûr. Tu te fais laver un peu tous les week-ends, tu fais pas ce que tu veux, tu es surveillé. Donc c'est compliqué de retrouver un peu ton équilibre. Complètement. Et en plus d'être tout seul. Parce que tout seul, quand tu es accompagné avec tes parents, tes amis, ça va, tu vois, tu es entouré. Quand tu es tout seul, c'est dur. C'est pas facile, ouais. Donc à partir de là, ma saison était... Tu rends les motos et ça se termine avec eux. C'est bien finalement ou... Non, je rends pas parce que j'étais toujours sous contrat, donc je devais rouler. Okay. Donc j'ai trouvé un peu une alternative, j'ai KRT, avec Suzoni qui m'a accueilli. Et à partir de là, j'ai retrouvé une dynamique de malade. 4-5 ans, tu finis les Grands Prix avec eux? J'ai fini les Grands Prix avec eux, ils ont pris le temps de bien me former, m'acclimater à la moto. J'avais roulé un peu pour eux. C'est une sacrée moto qu'ils ont.
Ouais, bien sûr. qu'ils avaient. Ouais, puis c'est un Puis team building. c'est une équipe qui connaît son truc, qui Ouais, connaît. qui t'encourage. C'est des bons donc là j'ai passé en fait mes 2 derniers mois que j'ai passé avec l'académie, ça a été quasiment l'un de mes meilleurs parce que c'était top. Et donc après, c'est vrai que c'était d'après Covid, ça, non? Ça c'était après Covid. Et puis ensuite, tu as eu l'opportunité KT. C'est cette année-là, c'est cette hiver. Après, ouais. Ouais, juste après, hein. Donc là, du coup, ouais, après, un peu lâché par Kawa, parce que j'avais fait quand même des bons résultats, lâché un peu par Kawa, ils ont pris Watson. Donc là, vraiment dégoûté, là j'ai dit les Grands Prix c'est fini, machin. Ouais, tu t'attendais qu'il continue pas. Ouais, moi je me pensais, parce que j'avais fait des bons résultats. Bien sûr. Ça s'était bien passé. Mais Watson, il y avait aussi peut-être une histoire aussi financière. Bah je sais pas, Je et sais pas. puis Oui. je veux pas, maintenant ça me passe au-dessus. Ça s'est passé comme ça et on pourra pas revenir. Annick se blesse. Et là, ouais, là, non, bah déjà, le truc, c'est que je passe un hiver pourri. J'avais des kawas, je pouvais pas m'entraîner comme je voulais. Et puis, là, l'appel de KT Factory, donc là, tu peux pas refuser, tu vois. Ouais. Mais le problème, c'est que. Sauf que c'était 10 jours avant la première preuve. Ouais, c'est ça. L'histoire. Et sauf que là, le truc, ça s'est vraiment pas passé comme prévu. 3 jours avant, je venais de perdre mon grand-père. Ah, Donc la personne qui m'a aidé un peu qui venait avec moi à l'entraînement, qui m'emmenait quand mon père pouvait pas le mercredi. Donc c'était compliqué mentalement, c'était dur. Mais je pouvais pas refuser. Donc je suis allé, mais état d'esprit vraiment pas là, j'étais pas moi-même. Et puis le problème c'est que tu arrives, tu as la moto officielle. On te met une moto et c'est comme ça, non? Tu as la moto officielle, c'est vraiment quelque chose, tu vois. Mais c'est celle d'Erling, c'est la championne du monde. À toi. Roule avec. Guidon un peu comme ça. Je sais pas, suspension, béton, moteur, tombe au ciel. Allez. Et adapte-toi quoi. Donc Sauf que. Je fais warm-up, donc t'es un peu tranquille. T'avais pas roulé avec la moto avant? Un petit peu? Bah non mais si, j'avais fait une journée, warm-up, je fais une journée d'entraînement. Ouais. Et là je fais 2-3 tours, machin. C'est vraiment un truc de fou le moteur? Non, c'est pas fou, mais c'est une moto d'usine, donc il y a de la force, beaucoup de force la moto. Mais avant j'avais roulé avec la KRT, que je préférais d'ailleurs. Okay. Que je préférais parce que la moto était vraiment aboutie, hein. C'était un truc de fou. Et pour en revenir à la moto, je fais 20 minutes tranquille, un peu, tu vois, ça allait. Et là il me dit, tu fais une manche. Oh ok, qu'est-ce que je fais? Je fais 5 minutes, je m'éclate en haut, travers comme ça dans la table et tout, je m'éclate, je prends une chute. Je dis, bah ouais, je peux pas rouler avec la moto, je peux pas mettre d'intensité. Là, tu fais pas mal. Non, je me fais pas mal, mais la moto dans le grillage et tout. Tu te sens toujours un peu comment? Ah ouais, tu arrives au camion, tu passes pour un. Ouais. T'arrives, tu essaies d'être bien, tu vois. Donc, du coup, ça, après, je vais à Lommel, machin, rouler un peu dans le sable, mais toujours un peu compliqué. La moto, pas pour moi, le guidon était comme ça. Et là, la chance que j'ai eue en plus, c'est que la course, elle a été décalée, c'est la tempête. Ouais, c'est vrai. Donc j'ai eu encore une semaine un peu en plus, mais bon, il y a eu que j'ai pu faire que 2 roulages en plus, quoi. Qui n'étaient pas vraiment glorieux, parce que voilà. Terlet, j'arrive, tu sais, un peu. Tu sentais que t'étais pas déjà prêt? J'étais pas prêt du tout. Ouais. Mais il fallait être présent, il fallait faire rouler la moto. C'est dur ça quand t'es sportif en vrai. Ouais, il fallait être présent, il fallait faire rouler la moto. Donc du coup, j'étais présent. Déjà, on arrive, ils avaient pas les tenues, ils avaient oublié que j'étais là, tu vois, un peu compliqué, la moto. Bien sûr, elle est belle, elle te donne envie, tu vois. Et en tant que pilote, t'as qu'une envie, c'est de monter dessus, tu vois. Donner le meilleur de toi. Parce que moi, ça a toujours été, quand je monte sur une moto, c'est pour donner le meilleur de moi. Parce qu'indirectement, puisqu'on me dit que t'as rien à prouver, bah en fait, si, ils te font confiance. Ouais, donc au chrono, je fais 9 quand même, je fais un 9e temps, qui est pas dégueulasse. Carrément. Et la manche qualif, je m'éclate. Je m'éclate sur une table. Je prends un par l'avant, enfin les pieds accrochent à la pelle, les 2 pieds au-dessus de la selle. Et d'ailleurs, tu pourrais retrouver une photo, 2 pieds au-dessus de la selle, et là, je me fais la chromio. Et là, je rentre chez moi direct, et puis ils me disent, quand t'es remis, tu reviens. Ok, je fais tout, je vais au kiné, machin, tout, je fais tout rapide. Ah bah non, il n'y a plus de place. T'avais signé un contrat? Non, j'avais rien signé.
Et donc du coup, un peu à la fin de tout, quoi. Bah ouais. La fin de tout, et puis à la suite. Continuer en Grand Prix après ou... Non. Là, en fait, t'es pas retourné en Grand Prix depuis. Ça a été vraiment la finalité, la fin de chez fin. Quelle conclusion t'en fais des Grands Prix aujourd'hui? Ça me manque pas. Ouais. Ça me manque pas du tout. Ça me manque pas, et puis ouais, les terrains, ça fait pas rêver. C'est pas. Les mecs ils roulent, mais ils roulent, je sais même pas pourquoi au final, parce que quel plaisir sur les pistes. Est-ce qu'ils gagnent vraiment leur vie à ce niveau? Beaucoup veulent partir, quoi. Beaucoup veulent partir. Prado, il a osé là. C'est bien. Après, les Airlings, Geyser, je pense qu'ils le font pas parce qu'aux US, ils savent que le Supercross c'est dur. Enfin, je sais pas comment. Il faut avoir une expérience un peu réussie. Ouais. Après, eux, ils gagnent bien leur vie aussi. Oui, voilà. Ils sont pas emmerdés par ça. Eux, c'est des millions, enfin, c'est bien sûr. Bonne somme d'argent, tu vois. Et aujourd'hui, des mecs qui se cherchent un petit peu à gagner 20 000, 10 000 et encore, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est ça. Aujourd'hui, ils restent là parce que c'est ce qui les fait vivre. C'est compliqué de redescendre dans un championnat un peu en dessous. Toi, tu as réussi à faire le deuil des Grands Prix par contre, sans frustration, si? Si, ça a été très compliqué. J'ai eu un an à blanc, là, où c'était très compliqué. Parce qu'après ça, j'ai essayé de refaire un peu de moto avec les motos que j'avais. Pareil, je me suis rééclaté. J'ai fait un championnat de Bretagne, tu vois, je suis retourné en championnat de Bretagne après avoir passé sur la KT Red Bull. Et là, je m'éclate, pareil, je casse la mâchoire, la pommette et tout. Là, pareil, et là, je stoppe tout, j'ai dit moto, c'est fini, je ne veux plus entendre parler de moto. Terminé. Et là, j'ai fait vraiment un arrêt sur tout, et là, un jour, j'ai eu un appel d'Eric Bernard. Ouais, salut, si t'as rien, on veut bien t'aider pour l'année prochaine, si tu veux. Ouais, j'ai dit, je réfléchis, et puis on verra ce que ça dit, quoi. Et du coup, j'avais pris cette option-là, on reprend tranquillement. Donc l'année dernière, en fait? L'année dernière. Mais l'année d'avant, t'as rien fait, quoi? Rien. J'ai coupé tout, j'ai vu autre chose. J'ai vraiment passé à autre chose, tu vois. Ça te manquait? Je suis sorti, j'étais avec mes potes, j'ai kiffé. Vraiment changé tout, je faisais pas de moto, pas de sport, rien. Ça me manquait, oui, mais je devais, je pense, faire ça pour pouvoir revenir. Ça, c'est sûr. Donc, et donc, ouais, première année 450, et cette année, tu recontinues 2,5, Xarlin. Et cette année, vous avez fait une super bataille avec Mathis Valin. Ouais. Un peu. Champion de France. Vous étiez vraiment, je me souviens, c'était Villars-sous-Écho là notamment. C'était chaud, ouais. C'était chaud. C'était une bonne. Tu t'attendais pas qu'il soit là? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que il sortait du 125. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que un peu j'ai un peu vécu aussi, tu vois, moi champion direct aussi après mon année en 125, champion de France élite direct. Mais tu vois, Mathis, j'aurais pas du tout pensé qu'il soit là, et puis champion d'Europe en plus, donc. Mais bon, on sait que voilà, il a du mérite, il a envie, tu vois bien comment il roule. C'était dur pour toi qui te dur non, parce que moi, enfin, je me considère un peu comme un autre ego quand même. Ouais, mais je me considère un peu comme un vieux, quoi. Donc, ouais, non, pas retraité parce que je suis jeune. Mais lui, il est jeune, il gagne. Et pour moi et pour lui, je pense que c'était bien. Parce que moi, j'aime pas me faire battre. Lui non plus. Ça a mené des bonnes courses. Ouais. Et si moi, j'étais pas là, lui, devant ça, il se baladerait, on va dire. Ouais, tu vas tirer, hein. Herné, tout ça, je me souviens. Ouais, voilà. Lui, pour moi, c'était intéressant aussi parce que ça me tirait, ça montre qu'il fallait pas que je m'endorme, que tous les week-ends, lui, il sortait d'une course de championnat d'Europe où il venait de gagner, que moi, il fallait que je me bouge le cul la semaine avant parce que fallait que j'aille un peu au charbon, un peu à travailler l'intensité et tout, parce que lui, je sais qu'il lâcherait pas, tu vois. Donc, tu vois, c'est ça aussi qui est bien. Et aujourd'hui, si t'as pas ce challenge-là, c'est compliqué aussi des fois de bosser et d'aller d'avant. Ouais. C'était des belles courses, en tout cas, nous de l'extérieur, et puis c'est toujours resté, clean. Ouais. Et c'est ce qui a apporté aussi les belles courses, parce que des fois ça reste pas toujours. Et ce championnat de France aujourd'hui, t'en penses quoi, l'élite, en règle générale? Ce que j'en pense,
c'est que des fois c'est compliqué, des fois ça se passe bien. Les clubs, moi, je trouve, des fois les clubs ils écoutent pas assez quoi. Ah ouais, les clubs. T'as des clubs, c'est super, hein. Super. Des clubs ils écoutent super bien, mais aujourd'hui c'est organisé et je sais que ça coûte, enfin, on sait que ça coûte, on sait qu'il y a des dépenses, mais aussi il faut pas qu'ils oublient que nous aussi on a. Le public il est aussi pour vous. Voilà, on est aussi des animateurs, et on a aussi des dépenses, on a aussi notre mot à dire parce qu'il n'y a pas que eux. Et je sais que cette année, on a eu une course où ça ne s'est pas passé comme on aurait voulu. On n'a pas été écouté et aujourd'hui, on a des personnes de la FFM qui étaient là, mais ils se faisaient un peu marcher sur les pieds par le président, l'organisateur. Et c'était ça qui était un peu dommage, on n'était pas écoutés. Bah ouais, parce qu'il y a quand même, ça reste un sport qui peut être dangereux en fonction des conditions, il y a pas mal de paramètres et des fois c'est dommage qu'on ne soit pas écouté. Mais ça a toujours plus ou moins été. Et il y a des fois, tu es obligé de te fâcher quoi en fait. C'est clair, même quand on se fâche, hein, au final on n'est pas spécialement, spécialement plus écouté. Et il faut qu'ils se rendent compte que aussi ce qu'on gagne, on roule pas sur l'or. Hein, et ça, quand tu as des motos des fois à refaire derrière, il faut refaire un moteur. Mais là, cette année, la course qu'on a fait à Beach, là, deux courses dans le sable, les deux motos ruinées, les moteurs à ouvrir, les deux moteurs à ouvrir. Je sais combien de moteurs cassés. Tout le monde a ouvert les moteurs, c'est sûr, le sable, tout. Ouais, c'est sûr que c'est pas facile d'organiser, il faut toujours se mettre à la place un petit peu tout le monde, mais des fois, quand tu as le faut trouver un bon compromis, c'est quand tu as le club qui t'écoute, c'est quand même. Mais t'en as des clubs vachement bien, notamment ton club Roumanie, ça je sais que voilà, c'est des clubs qui sont. Il faut essayer de trouver un arrangement avec tout le monde. C'est important parce que aujourd'hui, on a eu l'élite cette année. Qu'est-ce qu'ils vont faire l'année prochaine? Ils font pas d'élite, hein. Ils sont où? Ils partent à un autre championnat parce que voilà, peut-être que ça leur plaît pas. C'est ça. Et donc cette année c'est une belle saison, tu as découvert un peu Supercross, tu te régales. Et 2025, donc on va partir sur une nouvelle saison avec nous le team. Nouvelle saison, nouveaux objectifs, nouvelle discipline aussi. T'arrêtes l'enduro. J'arrête l'enduro, ouais, ça on n'y va pas. Mais Supercross, donc, nouvelle discipline que je découvre là, actuellement cette année, mais un peu pour me faire mon expérience pour l'année prochaine, pour surtout préparer. Avec le but d'être prêt, surtout d'être devant, travailler. Aujourd'hui, si j'avais pas un peu vécu ce que j'ai vécu là en cette fin de saison 2024, ça aurait été quand même relativement compliqué. Donc je sais un peu ce qu'il y a à bosser. Moi, ce que j'aime bien, c'est que tu acceptes quand même de prendre des fessées un peu le week-end pour préparer ta saison, tu vois. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être un peu bizarre à dire, mais j'adore prendre des fessées. Parce que moi, tu sais sur quoi tu as bossé. Voilà, je sais que toi, c'est dur, mais je sais pourquoi et de quoi travailler, de où venir pour pouvoir être au mieux. Et je le dis toujours, hein, que ce soit avec ceux que je travaille, faut savoir un peu en prendre pour pouvoir progresser et avoir ce déclic qui te dit. Puis là, tu le sais, au final, la OSX, le plus gros des problèmes, c'est l'oups, parce que c'est le problème d'expérience. Supercross de Paris, tu fais dimanche 3. Oui. T'es quand même dans le coup. Ouais, aujourd'hui, je sais que c'est les hoops mon plus gros problème. Et on va le travailler. Hein. Non, puis c'est vrai que directement, nous on a pris contact ensemble aussi, donc il y a Eric Bernard. Par rapport à la marque, on devrait passer KTM. On va passer KTM. Mais toi, c'est que si je pense que ça prend du temps, quoi. Le team cette année, parce que là, t'es avec tes propres moyens, le temps que tu passes avec les partenaires, c'est du boulot. Ça me prenait beaucoup de temps. Quand tu roules en même temps, je parle surtout quoi. Ça me prenait beaucoup de temps à organiser les pièces, la tonnelle à laver le lundi, les bâches, et si tu veux faire quelque chose de propre, il faut quand même lui passer du temps. Et ça me prenait beaucoup de temps, c'est sûr, mais ça me permettait aussi de faire un peu autre chose par rapport à ce que j'avais vécu un peu auparavant. Je voulais un petit peu aussi voir ce que c'était, me mettre un peu dans cette position. Bien sûr. Que au final, un pilote, c'est vraiment quand même quelque chose de, on va dire, relativement facile, parce que quand il y a un peu les autres choses qui rentrent en compte, c'est relativement plus compliqué. Mais moi, j'ai vraiment bien aimé ce que j'ai fait cette année.
j'ai essayé de le faire à l'échelle à laquelle je pouvais le faire. Je pense qu'on a essayé de faire quelque chose de bien. Mais ça m'a apporté, que ce soit aussi de l'expérience, aussi voir autre chose, et puis ça apporte, de toute façon quoi que tu fasses, ça apporte toujours. Ouais, totalement. Donc, Tu sens que tu as pris de la maturité même depuis ces dernières années. Ouais, je pense que j'ai pas mal grandi sur certaines choses, ce qui me fait réfléchir aussi pour pas reproduire les erreurs que j'ai vécues un petit peu avant. Et ça m'a fait, je pense, sur ça, passer un petit cap et aussi voir un peu aussi ce que ça coûte, parce qu'il faut pas croire que voilà, parce qu'on est aidé, on paye pas des choses. Hein. Aujourd'hui, je paye encore des choses, parce que voilà, tout nous arrive pas dans les mains. Aujourd'hui, je suis une vice-champion, mais j'ai payé pas mal de trucs. Donc, mais aujourd'hui, c'est un peu, si tu veux y arriver, il faut savoir aussi investir pour pouvoir être sur le devant de la scène. Tout à fait. Écoute, on a quand même passé un bon moment. C'est cool. Je te remercie Mathis pour cette ouvert sur pas mal de choses. Merci à vous surtout. D'avoir un peu appris des choses sur ta carrière. Ouais. Et c'est rare, enfin j'ai jamais quasiment eu cette opportunité de pouvoir un peu m'ouvrir, me développer sur ce que j'ai fait. Voilà. Je pense que ça va plaire et merci, puis je te dis à très bientôt. À très bientôt, salut à tous.